10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Allez chercher de l'eau, pas de problème. Tout le monde a entendu. Pas de problème. N'hésitez pas à couper votre micro également. Allez, on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin, Julien ? Eh bien, de la journaliste de la chaîne L'Équipe qui a fait polémique. Ce week-end, elle a été écartée de l'antenne jusqu'à la fin de la saison. Et du lancement, c'est ce soir sur TF1 de Secret Story. Ah oui, c'est vrai ça. Mais alors d'abord, on fait le point sur les audiences et plus précisément sur le foot. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Combien de supporters ont réussi à suivre tout le match de l'équipe de France face à l'Irak ? C'est intéressant parce qu'il fallait presque faire une nuit blanche pour suivre le match. Moi j'ai lâché en entier. à la mi-temps. Non, déjà, vous avez été jusqu'à la mi-temps. Bon, début du match, rappelons-le, à 23h. Interruption pendant la mi-temps pour cause d'orage. Fin du match vers 3h du matin. Oh là Qui là. était encore devant la télé à cette heure-ci, à 3h du matin? Bon, au coup d'envoi du match, 9 millions de supporters étaient là pour le coup d'envoi de la rencontre à 23h. 23h, 60% du public. Énorme. Ah bah, ce sont des scores évidemment qu'on ne voit jamais, quasiment jamais à cette heure-ci. Le match a donc été interrompu pendant près de 2 heures après la première période, mais ça n'a pas fait fuir les fans. Ils étaient encore près de 5 millions entre minuit 5 millions. et 2 heures. Ophélie Meunier et son équipe comblaient jusqu'à la reprise du match. Et 3 millions quand le match a repris. 3 millions entre 2h et 3h du matin. Ça, c'est un score exceptionnel. Alors, on a regardé, habituellement, M6, à cette heure-ci, fait 80-90 000 téléspectateurs. Ce qui n'est pas ridicule non plus. Oui, il y a beaucoup de monde qui regarde la télévision la nuit. Mais là, évidemment, 3 millions à 2-3 heures du matin, c'est extraordinaire. C'est beau. Pardon, mais avec la canicule en ce moment, qui dort ? Oui, c'est ça le problème aussi. Donc, ça a peut-être aidé M6 aussi. Ça a aidé M6 parce qu'on n'arrive pas à dormir, autant regarder les Bleus. Bien sûr, vous avez raison. Moi j'ai lu cette nuit, mais enfin ça intéresse peut-être personne. Mais qui lit encore aujourd'hui, enfin, s'il vous plaît? doit bien. Écoutez, ça m'a permis de bien me rendormir. Un petit conseil pour les autres Vous avez raison, vous avez raison. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, la journaliste France Pierron est donc écartée de l'antenne jusqu'à la fin de saison. Ouais, la sanction est tombée pour la présentatrice de l'Équipe. Dans un communiqué publié hier, la chaîne a annoncé le retrait de l'antenne de sa journaliste qui sera remplacée jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la semaine prochaine par Pierre Boubi. Le groupe L'Équipe s'est désolidarisé des propos tenus par France Pierron vendredi, mais la chaîne a d'un autre côté condamné avec la plus grande fermeté la campagne de cyberharcèlement dont elle est victime depuis ce vendredi, après avoir dit que le joueur de foot belge Jérémy Doku ferait mieux de rester aux États-Unis avec son équipe plutôt que de rentrer en Europe pour assister à la naissance de son fils sous prétexte que l'accouchement est un moment dégueulasse et que le père ne sert à rien dans ces moments-là. D'ailleurs, Jérémy Doku n'a pas suivi, je ne sais pas si vous avez vu ça, il n'a pas suivi du tout les conseils de France Pierron, évidemment. J'imagine, oui. Il est actuellement auprès de sa femme et de son enfant en Europe. Son enfant qui est né hier, il doit reprendre l'avion dans les prochaines heures. La Belgique doit jouer son prochain match samedi. Ce sera face à la Nouvelle-Zélande. Alors c'est vrai que ça paraît un peu anecdotique finalement comme polémique. Mais alors dans votre tour du monde des sages-femmes, Sidonie Bonnec, on voit bien que dans certaines traditions, les pères, ils sont même pas invités à suivre l'accouchement en fait. Non, oui, c'est vrai. Ça dépend. En fait, ça dépend des traditions. Au Sénégal, en fait, ils peuvent venir, mais ça dépend de la famille dans laquelle vous êtes né. Il y a des familles plus traditionnelles, par exemple au Sénégal. On était avec Oumi en Casamance, et dans le sud du Sénégal, par exemple, les femmes, elles vont travailler jusqu'à 8 mois de grossesse dans les rizières parce que les belles-mères imposent cela, parce que ce sont des femmes fortes et qu'elles doivent bosser jusqu'au bout. C'est évidemment très dangereux pour les femmes, et donc la sage-femme Oumi, elle va voir les pères, elle leur explique, les maris, il faut expliquer à vos mères que vos femmes ne doivent pas travailler, c'est à vous d'aller travailler les amis. Et donc il y a des familles évidemment très ouvertes, il y en a d'autres qui sont plus traditionnelles et à qui il faut expliquer ça. Donc en effet, certains pères n'assistent pas et d'autres assistent, mais en aucun cas un accouchement n'est dégueulasse. Ça, c'est sûr. Évidemment. Et moi, c'était les plus beaux jours de ma vie que d'aller assister à ce moment-là. Bien sûr, c'est très magique. personnel. Mais il faut aussi dire que c'est un changement qui est assez récent, même en France. Enfin, moi, en tout cas, je sais que mon père n'a pas accouché à mon accouchement ni à celui de mes frères et sœurs. T'as pas accouché ? C'est mignon ce que vous dites. De ma naissance. C'est dommage, il aurait accouché. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, le mien, oui, vous voyez. Avant, ça se faisait quand même assez peu. Il y a quand même eu un basculement dans les dernières générations où maintenant, ça paraît une évidence. Oui, mais les papas ne sont jamais loin. Là, en l'occurrence, il était à l'autre bout du monde, Jérémy Doku. Donc on comprend. Mais toute la question est de choisir entre son métier et la famille. Bon, bah, si ce joueur choisit la famille, pourquoi pas ? Bah oui. Et après, l'animatrice a le droit d'avoir son avis aussi. Après, il y a peut-être des manières de le dire. Oui. Voilà, on a l'antenne, on a une responsabilité aussi. Mais c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question, est-ce qu'elle méritait pour autant une sanction aussi forte ? C'est très lourd. Parce que c'est assez lourd. On a le droit à l'erreur, non ? Sans compter que la polémique et ce qu'elle prend sur les réseaux en ce moment est quand même très dur. Ça, c'est injuste. Donc, voilà, on peut aussi lui apporter notre soutien. Il y a beaucoup d'autres journalistes dans beaucoup d'autres antennes qui font des erreurs. Et qui disent des bêtises. Et soit ils sont un peu mis à pied, soit voilà. Sur ses réseaux sociaux, d'ailleurs, elle a désenclenché. On ne peut plus commenter ses publications. J'imagine. Elle a éteint tout ça.
Allez, on va parler maintenant d'un jeu, le jeu Qui sera le plus nul, qui a cartonné en début d'année sur TF1 et qui va revenir pour une saison 2. Oui, il y a 4 millions de téléspectateurs pour le premier numéro du jeu présenté par Camille Combal, c'était le 2 janvier. Bon, même si les scores ont baissé au fil des semaines, on peut dire que Qui sera le plus nul est un succès d'audience. Je rappelle que le but du jeu, ce n'est pas de gagner, il faut se faire éliminer le plus vite possible de la salle de classe. Super ça. Et celui ou celle qui reste jusqu'au bout est couronné personnalité la plus nulle du pays, carrément. Côté casting, c'est très éclectique. On aura Christine Bravo, le rappeur Rimka, Samuel Etienne ou encore Philippe Catherine. À ce propos, Philippe Catherine nous a confié ses souvenirs d'école. Moi, j'étais dans une école catholique et je ne pensais qu'à Jésus. Donc, je voulais être un martyr ou Saint-Sébastien criblé de flèches. Ouais, globalement, j'étais vraiment dans les vapes. J'étais très discret, je parlais pas beaucoup. C'est toujours le cas. Des fois, on m'imagine comme bavard, mais je suis un observateur. Philippe Catherine, à prendre évidemment au 19e très, degré. Très discret, oui. Comme ça va très bien avec Philippe Catherine, l'émission. Ça devait être un sacré voisin de classe quand même, Philippe Catherine. Bon, pour l'instant, TF1 n'a pas encore annoncé de date de diffusion, donc pour qui sera le plus nul. Et alors sur TF1, toujours la nouvelle saison de Secret Story commence ce soir. Alors, en temps normal, on aurait dit qu'il faudra veiller tard parce que c'est à 23h25 précisément que cette 14e saison va lancer. Mais comme l'a rappelé Anissa Haddadi tout à l'heure, à 23h25, il fera encore 33 degrés. C'est midi, 23h25 donc, en ce moment. Personne ne sera couché. Ce sera juste après la finale de Koh-Lanta. Dès demain, la quotidienne et les primes basculeront sur TMC. L'an dernier, il y a certains candidats et candidates qui avaient eu droit à leur lot de détracteurs. Christophe Beaugrand, animateur de Secret Story. Les candidats, ils continuent leur aventure parce que les gens votent pour eux, donc il y a beaucoup d'engagement autour du programme. Mais le revers de la médaille, c'est que parfois il y a trop d'engagement et certains candidats peuvent parfois être l'objet de critiques trop violentes sur les réseaux. Donc oui, là, nous, on a un devoir avec la production, avec la chaîne, de faire en sorte que les choses se passent bien. Il y a déjà des plaintes qui ont été déposées quand il y a eu des insultes ou ce genre de choses. La première chose qu'ils font quand ils sont éliminés de l'émission, c'est qu'ils passent une demi-heure, voire une heure avec une psy pour faire le point. On leur redonne accès à leurs réseaux sociaux tout doucement, avec parcimonie, en les accompagnant. Christophe Beaugrand pour Culture Média. Côté audience, il s'agit d'une des émissions de télé-réalité qui fonctionne le mieux encore, notamment auprès des jeunes. La dernière saison, les quotidiennes ont réuni 600 000 téléspectateurs, en comptant de replay, 19% des 15-34 ans. Et puis on a appris hier la disparition de Gesh Patti, interprète de l'un des grands tubes français des années 80. L'artiste Gesh Patti, danseuse, chanteuse, comédienne, est décédée à l'âge de 80 ans. Elle a une carrière prolifique, Gesh Patti, dans tous les arts, mais c'est vrai que sa chanson Étienne, qui lui avait valu une victoire de la musique en 1988, avait un petit peu éclipsé le reste de son œuvre. C'est vrai que ce clip érotique et sulfureux avait autant marqué les esprits que la chanson elle-même. Étienne avait même occupé pendant 5 semaines la première place du top 50 sur Canal+, en janvier et février 88. Ouais, tous les Français connaissaient à l'époque cette chanson Étienne. Gesh Patti, qui estimait que le succès colossal de ce morceau avait été un petit peu dur à gérer pour elle. Ça convenait pas vraiment à mon caractère, dira-t-elle même plus tard. Gesh Patti, donc, qui nous a quittés à l'âge de 80 ans. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe